Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Un témoignage pour commencer ce soir, celui d'Anaïs Dario, dont le fils fut alcoolique pendant 10 ans. Cette mère courage s'est battue sur deux fronts, contre l'addiction profonde de son fils adoré et contre la maladie de la honte, la sienne. L'actualité ensuite, c'est cet ahurissant sondage de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès publié hier. 79% des Français croient à au moins une théorie du complot. Terre plate, pas d'homme sur la Lune, grand remplacement, Mossad CIA derrière les attentats du 11 septembre ou ceux de janvier 2015. Le complotisme qui explose sur les réseaux sociaux est-il l'allié objectif des populismes? Faire voter une loi contre les fake news pendant les périodes électorales, comme le veut le président Macron, est-ce la bonne solution? On en débattra. Et puis les chérubins Maudu et Saltiel interviendront à propos de la réélection contestée d'un autocrate, un dictateur, même à la tête du Honduras, et à propos aussi du harcèlement sexuelle en Chine. Bonsoir Nadia Dame, Bonsoir, je vous Elisabeth. aime quand vous êtes sobre. C'est très sobre, effectivement. Très. Bonsoir Marion Van Rentergem, vous êtes grand reporter à Vanity Fair, on vous lit avec délectation et vous êtes avec nous ce soir, c'est une bonne nouvelle, bienvenue. Et bonsoir Anaïs Dario. Bonsoir. Vous avez publié, c'était il y a quelques mois déjà, mais c'est un témoignage assez bouleversant aux éditions Pygmalion, ce livre Nathanaël, autour de votre combat pour sortir votre fils, votre amour. Vous dites, mon enfant stupéfiant, Nathanaël, pour le sortir de l'alcool. Ça a duré 7 ans, ce combat. Il a failli mourir, il a failli avoir votre peau. Vous avez failli vous suicider. Est-il sorti de l'auberge? Il est sorti de l'auberge. Infernal. Ouais, c'est une bonne expression, il est sorti de l'auberge. C'est-à-dire que mon fils, maintenant, n'est pas abstinent. Parce que quand je dis aux gens que mon fils s'en est sorti, systématiquement, j'ai jamais dit qu'il était abstinent. Et tous les journalistes traduisent par il a complètement arrêté. Mon fils est sous traitement, sous un traitement... Le baclofène. Le baclofène, on y oui. reviendra tout à l'heure. D'accord. Qui n'oblige pas à une abstinence complète et qui lui a permis d'en sortir parce qu'il était dans une forme d'alcoolisme vraiment très très important. Ouais. Et il était au seuil de la mort. Et vous aussi. C'est réellement... Mais oui, je veux dire forcément, quoi, quand on a un enfant et qu'on se prolonge dans la vie qu'on a donnée, que votre fils se détruit sous vos yeux, bah, c'est complètement destructeur. Alors, comment vous en êtes-vous sorti? Comment avez-vous surmonté ça? On en parle avec vous, mais d'abord, votre portrait, votre empreinte digitale, Anaïs Dario, regardez, réalisé par Marc-Antoine de Porrette, regardez. En tapant Anaïs Dario sur Internet, on découvre ses photos de vin, de pintes de bière et de bouteilles vides. Et aussi, la couverture de votre livre baptisé Nathanaël, comme votre fils unique. Cet écrit au départ n'était pas destiné à devenir un livre. Vous l'avez commencé comme un journal au moment où vous avez découvert que votre fils s'enfonçait dans son addiction. Une dépendance terrible, destructrice, meurtrière, l'alcoolisme. Nathanaël a 24 ans, mais cela fait déjà de nombreuses années qu'il boit pour soulager son anxiété, sa timidité, pour fuir la vie. Il s'enivre depuis l'adolescence et vous n'avez rien vu. S'ouvre alors un combat de 7 ans pour essayer de le sortir de l'abîme. Un enfer pavé de petits cercles vicieux, guérison, mensonges et rechutes. Sur le site Alcool Info Service, il est possible d'évaluer sa consommation d'alcool en répondant à une série de questions. Pour vous, ce sera les alcooliques anonymes. Le site de l'organisation propose de localiser la réunion la plus proche de chez soi. Nathanaël, lui, de son côté, ne cesse de replonger. Il n'arrive pas à conserver un emploi, transforme son appartement en zone de guerre et multiplie les comas éthyliques. Son mal-être vous entraîne avec lui dans les profondeurs de la dépression. Après de nombreuses tentatives pour le faire décrocher et tout autant d'échecs, vous décidez à contre-cœur de le laisser s'en sortir seul. Le miracle se produit, Nathanaël finit par trouver un alcoologue qui lui convient. Et votre fils remonte la pente grâce au baclofène consommé à haute dose. Un relaxant musculaire autorisé par l'Agence nationale de sécurité du médicament depuis 2014 pour traiter la dépendance à l'alcool. Mais depuis le mois de juillet, l'agence a aussi décidé d'interdire l'utilisation du médicament à haute dose. Anaïs Dario, craignez-vous une possible rechute de votre fils? Vous vivez avec cette hantise, tout de même? Non, sinon je ne vivrais plus. Oui. Ah non, c'est pas possible. Oui. Et je pense qu'il a posé le même postulat que moi. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est l'avenir, quoi qu'il arrive. Oui, absolument. Ouais. Et il est dans l'avenir. Il est dans la reconstruction. Et... Il est dans l'avenir, mais pendant des années, vous êtes demandé, pendant cette décennie quasi infernale, pourquoi buvait-il? Pourquoi a-t-il commencé à boire? Parce que c'était pas festif, hein. C'était pas de l'alcoolisme. Non, non, c'est un alcoolisme très particulier. Il buvait tout seul et il buvait vraiment pour perdre connaissance. Je me suis demandé, en fait, je me suis auto-flagellée. Complètement. Oui, oui, je me suis vraiment attribué la part complète de son mal-être.
Et maintenant qu'il va mieux, ce poids de culpabilité est parti. Mais qu'est-ce que vous vous reprochiez d'avoir été une mère castratrice? Il vous a dit un jour, je ne serai plus ton punching ball. Et puis il y avait un déterminisme familial, un héritage, vous appelez ça l'héritage, considérable, l'alcool. Oui, absolument, oui. Moi, j'avais l'impression de pouvoir casser toute une tradition familiale dont je sortais, où il y avait eu beaucoup de violence. Et je m'étais dit, mais non, mon fils, je l'élèverai différemment de ce qu'ont fait mes parents. Et j'ai acheté plein de bouquins. Et je l'avais toujours dans mes bras pour qu'il soit à la hauteur de ce qui se passait. J'avais lu Dolto. Enfin, qui avait des très bonnes idées. Je ne remets pas du tout en cause les idées de Dolto. Vous faisiez tout comme il fallait, en fait. Mais j'avais l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Et après, avec le recul, je me disais, mon Dieu, mais les œillères que tu as eues. Est-ce qu'il a lu ce livre et est-ce que vous avez le sentiment que ça peut lui faire du bien? Il l'a lu d'une façon très particulière. Il l'a lu il y a très longtemps, quand ce livre n'était pas un livre, quand c'était un journal, et il était sous alcool quand il l'a lu. Je suis rentrée à la maison, et il était sur le canapé, il lisait, il était en larmes. On va essayer de le dire tranquillement. Il m'a dit, mais alors tu m'aimes? Et c'était complètement incroyable qu'il me dise ça. Ça veut dire que l'alcool avait tellement installé de conflits, de règlements de compte. Jamais dit. Mais non, mais parce qu'on pouvait pas, il n'y avait pas de place pour se parler. Au bout d'un moment, on ne peut plus se parler. Il y avait de la place que pour l'alcool et le conflit tout lié à autour, l'alcool. oui, du conflit, des drames, des accidents, etc. Les sauvetages incessants. Et sauvetage incessant, et puis au début conflit, parce qu'au début j'étais très en colère, mais je n'avais pas compris. Et il y a quelque chose que vous mettez bien en valeur dans votre livre, c'est à quel point le mensonge et la honte sont intrinsèquement liés à un alcoolique et à quel point aussi la société ne reconnaît pas cette maladie. Donc vous avez honte de cette maladie, vous n'osez pas la nommer. Lui a honte de lui-même, il est dans le mensonge. Et je me demandais, est-ce que ce n'est pas le plus difficile à vivre entre la relation d'une mère et de son fils alcoolique, d'avoir affaire à quelqu'un qui n'est plus lui-même et qui est en permanence justement dans le secret, dans la cachette, dans le mensonge et dans la non-reconnaissance de ce qui lui arrive? Alors le mensonge, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est pour ça que je me suis rendu compte très tard qu'il était alcoolique. En fait, il m'a confié récemment qu'il avait commencé à boire, il était adolescent. Quand il m'a dit ça, j'ai fondu en larmes, c'est pas possible. C'est même lui qui me réconforte maintenant, mais il essayait justement de me préserver. Et je m'en suis rendu compte quand il n'a plus su le cacher. Et il était trop tard. Quand quelqu'un ne sait plus cacher son alcoolisme, c'est qu'il se met en danger, c'est qu'il n'a plus du tout la maîtrise de la situation et il est trop tard. Et donc, non, pour moi, c'était pas le problème n'était pas le fait qu'ils mentent, mais c'est vrai que les gens qui sont addicts sont des gens qui deviennent manipulateurs et menteurs. Et vous avez tout à fait raison. Ouais. Alors, le mensonge, la honte sociale, et puis aussi la dimension sociale de l'alcool, la dimension de l'alcool dans le cinéma, dans l'art, par exemple. Nadia? Vous parlez souvent de la manière dont la culture populaire donne de l'alcool une image de partage, de célébration, de quelque chose de très quotidien, de très normal, y compris quand on parle d'alcool à outrance. Vous dites notamment que les films, le cinéma ne cessent de dire que l'alcool c'est vachement sympa. Ce sont vos mots. Et ce qui est sûr, c'est que l'alcool est effectivement de plus en plus présent dans le cinéma. Une étude a passé en revue les 100 films du box-office depuis 20 ans. On a constaté que 9 films sur 10 contiennent des références à l'alcool. Et on parle également de films à destination des enfants et des adolescents. Et que ces références sont effectivement, comme vous le suggérez, des références très positives. Alors ça pose un certain nombre de questions. On a eu le débat sur le tabac au cinéma. Oui. Est-ce que vous considérez que c'est le rôle du cinéma, de l'art de manière générale, de faire de la pédagogie, notamment sur le plan sanitaire? Ah, alors si on demande à l'art de faire de la pédagogie, je crois qu'on va réduire l'art. Non, je pense pas du tout. Mais qu'il faut changer notre regard sur l'alcool, avoir... Pour nous, oui, au niveau social et au niveau individuel. Oui. L'autre jour, je recensais le nombre d'insultes qu'il y a vis-à-vis des alcooliques. Les poivreaux, les sacs à vin, les pochetrons, enfin bon, il y en a toute une kyrielle. Et je me suis dit, pour les autres addictions, non. Oui. Puis je repensais, je me dis... D'ailleurs, je disais à une journaliste, c'est vrai que les gros en prennent pas mal. Et après, je me suis dit, mais mince, j'ai dit les gros. Et vous voyez, on dit les gros, les bouffis, les boubous. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que ces deux addictions étaient autant empreintes de honte, pas reconnues comme des maladies. Et je pense que ces deux produits, qui sont l'alcool et qui sont la nourriture, sont à la portée de tout le monde. C'est légal. C'est autour de nous tous. Et je pense qu'on est tous menacés, et que cette façon de ne pas reconnaître... que c'est une maladie. Donc on n'a pas d'empathie en réalité. On met à distance.
On met à distance, on jette la honte, l'opprobre sur ces gens victimes d'addiction, de la nourriture. Anaïs Dario, votre fils donc, est sauvé, entre guillemets, grâce au baclofène. Oui. Or, le médicament lui-même est menacé, en tout cas, son autorisation. Mm. Où en sommes-nous? Puisqu'il n'est pas le seul, j'imagine, Non, bien sûr. à avoir trouvé une forme de répit et de possibilité de renaissance, comme vous l'écrivez encore, grâce à ce médicament. Donc, où en sommes-nous sur le front Actuellement, alors, médicamenteux? lui, il a une dose assez importante, alors qui paraît assez importante parce que le médicament a été détourné de sa première intention. Donc, le médicament est dosé pour une autre maladie. Donc, mon fils a 40 comprimés par jour. Mais on peut imaginer que s'il était adapté à l'addiction à l'alcool ou à la cocaïne, la molécule serait concentrée et peut-être que les 40 comprimés seraient transformés en 5 comprimés. Mais on parle d'éventuellement d'effets secondaires ou de danger même de mort de ce médicament. Ça ne vous affecte pas? C'est sûr que si. Quand vous préférez malgré tout prendre ce risque pour votre fils plutôt que d'affronter les effets secondaires? Oui, par rapport à d'où il vient, absolument, oui. Oui, je pense que s'il n'avait pas arrêté, je pense qu'il ne serait pas vivant maintenant. Et vous, non plus? Vous ne seriez pas raté Je ne sais pas comment on peut vivre après le décès d'un... Je ne sais pas. Merci Anaïs Dario d'être venue porter ce témoignage assez déchirant, je dois dire. Voilà, Nathanaël aux éditions Pygmalion.